Bonsoir. D'abord, j'ai une question pour vous. Qui, dans la salle, n'a pas d'accent? Levez la main. Là, j'en vois là-bas, au fond, ok. Eh bien, vous êtes de braves menteurs. Parce que tout le monde a un accent. D'abord, qu'est-ce que c'est un accent? Et puis, pourquoi on travaille sur les accents? Et comment on travaille sur les accents? Et je vous en pose des questions, moi. Oui, justement, je vous en pose et je vais essayer d'y répondre. Alors, la première chose à faire quand on travaille sur les accents, c'est de définir la chose. Alors ça, c'est un peu pareil dans toutes les sciences, on cherche à définir le concept. Le problème, c'est que l'accent a cette particularité, c'est que c'est un mot de sens commun. C'est-à-dire que dans la plupart des langues du monde, tout le monde utilise ce mot. Par exemple, on va dire qu'on a un accent fort ou chantant, agressif ou élégant, moche ou charmant, ou alors léger ou à couper au couteau, vous voyez. Ou alors on va parler d'accent marseillais, québécois, corse. On va avoir un accent anglais, américain ou états-unien, c'est pas pareil. On pourrait avoir un accent étranger, on pourrait avoir un accent des banlieues, de cités, de quartiers, accent racaille, ou pire, accent parisien. On pourrait parler parfois aussi d'accent suisse, d'accent belge, ce qui est très bizarre. Et alors le pire, c'est quand on est sur de grosses généralisations racistes, parler d'accent africain. Je vous rappelle que l'Afrique est un continent et qu'on ne parle pas d'accent européen. Donc ça, c'est un premier problème qui se passe. Tout le monde a un avis, finalement. C'est un peu, si vous voulez, comme à l'OM. Tout le monde a un avis sur la compo et sur la stratégie à avoir. Et on a vu ce que ça a donné cette année. Alors que, finalement, ce n'est pas toujours le cas pour des termes scientifiques de linguistique. Par exemple, on me dit rarement « Oh là là, mais vos phonèmes sont ensoleillés » ou alors « Ah, mais quand j'entends vos morphèmes, j'entends les cigales et les vacances. » Oui, ce genre de choses. Voilà. « Mais j'adore votre courbe prosodique. » Ou bien « Mais d'où viennent ces charmants clusters consonantiques ?» Ou alors « J'adore votre air uvulaire. » Non, on ne dit pas ça. Oui, mais accent, tout le monde l'emploie. Alors, il faut définir la chose. Définition de l'accent. On peut définir l'accent en sociolinguistique comme un ensemble de traits de prononciation qui affectent les voyelles, les consonnes ou la prosodie. Alors la prosodie, c'est l'intensité, la durée ou la mélodie, si vous voulez, de la voix, et qui permettent d'identifier le profil de la personne qui les emploie. Ça, c'est une définition de ma collègue Maria Candéa. Je relis, qui permettent d'identifier le profil de la personne qui les emploie. Ben oui, mais ou pas. Parce que ça ne marche pas à tous les coups. Si, par exemple, quelqu'un vous dit le mardi, c'est un petit peu difficile, il y a de fortes chances que cette personne ne vienne pas de l'Estac, de Bastia ou de Dakar. Vous voyez, bon. Et si moi, je vous dis, à un moment donné, il faut prendre la voiture, acheter le pain à la rose. Là aussi, il y a de fortes chances que je ne vienne pas de Yaoundé, du 16e arrondissement de Paris ou je sais pas, de Bruxelles. Oui, je dis bien Bruxelles, on dit Bruxelles, ici, pas Bruxelles, voilà. Donc ça, le problème, c'est que parfois, on n'arrive pas à savoir d'où vient une personne. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à identifier son accent, ou bien parce que cette personne n'a pas... De quoi? Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Tout le monde a l'accent, vous écoutez pas ou quoi? Bon, on y reviendra sur ça, sur le j'ai pas d'accent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accent? C'est d'abord un phénomène de production et de perception. Production, pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un accent, il faut qu'il y ait du son. Okay. Ce son, il est produit par l'appareil phonatoire, c'est-à-dire tous les organes qui sont mobilisés pour justement produire cette voix, on en a parlé, produire ce son. Alors ça commence par les poumons qui vont agir comme un soufflet, comme ça, qui vont expulser de l'air, qui va passer par tout un conduit, qui va aller jusqu'aux lèvres, où ça va sortir, et ça passe par plein d'endroits. Ça passe par les cordes vocales qui vibrent ou pas, comme ça. Ça passe par la glotte, ça passe par le palais mou, par le palais dur, parce que oui, on a un palais mou et un palais dur, par les alvéoles, par les dents aussi, par la position de la langue, bref, et après ça sort par les lèvres. Voilà, donc ça, c'est ce flux d'air. Ce flux d'air, il est plus ou moins façonné, plus ou moins perturbé sur son chemin par des mouvements. Donc on va avoir des frictions, on va avoir des comme ça. Et donc tout ceci va donner un flux d'air qui va être modulé et qui va sortir pour arriver où? Dans l'oreille de quelqu'un. Cette vibration de l'air va arriver dans l'oreille de quelqu'un et ça va forcément passer par le cerveau. Il me semble qu'il y a quelques spécialistes du cerveau dans la salle. Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'on en a un petit peu parlé. Donc vous voyez bien le chemin après. Donc ça arrive
dans le cerveau, et là, le cerveau va décoder en fonction du système phonologique. Le système phonologique, c'est l'agencement des sons de notre langue qui font que notre langue, elle est spécifique. Et donc, c'est vrai que pour pouvoir percevoir un accent, encore faut-il avoir quelques notions dans la langue. Parce que si vous écoutez pour la première fois quelqu'un qui parle, je sais pas moi, basque, swahili ou quechua, quechua qui n'est pas qu'une veste de Joule, hein, c'est une langue. Hein. Donc, si vous entendez ça pour la première fois, vous allez dire, ouais, cette personne parle une langue, je ne connais pas, mais vous ne savez pas si elle a l'accent du nord, du sud. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne savez pas, elle parle un accent. Donc, il faut avoir au moins quelques rudiments. Si, par exemple, vous entendez, vous avez quelques notions en anglais, vous vous dites, OK, cette personne, elle parle anglais, mais je sens qu'elle a un accent un peu particulier ou bizarre. Et là, vous vous dites, bah, c'est quelqu'un qui est aux États-Unis, en Angleterre, c'est en Californie, Écosse, Pays de Galles, etc. Donc, vous commencez à pouvoir faire une première chose. Donc, ça, c'était le premier étage de notre modèle, c'est la perception. On perçoit qu'il y a un accent, mais on n'est pas capable d'en dire plus. Le deuxième niveau, c'est la catégorisation. J'entends une personne qui parle, j'entends que cette personne a un accent, et je suis capable, ou je crois être capable, d'identifier cet accent, de le mettre sur une carte. Par exemple, vous dites, ben, cette personne, elle a dit water, elle n'a pas dit water, donc je pense que c'est un anglais. Vous voyez, ça peut marcher. Ça ne marche pas à tous les coups, mais parfois ça peut être très précis. Moi, par exemple, je suis capable d'identifier très facilement l'accent d'Aubagne de l'accent de Marseille, l'accent de la plaine de la Joliette, facile ça. Et, alors par jour de Grand Mistral, l'accent de l'Estaque-Plage de l'Estaque-Gare. C'est pas vrai, bien sûr. Ça, on trouve ça chez George Bernard Shaw dans sa pièce Pygmalion qui a donné la comédie musicale My Fair Lady, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc ça c'est le deuxième étage, la catégorisation. Et le troisième, c'est une fois que j'ai perçu un accent, que je suis capable de l'identifier, ben, je peux avoir des images associées à cet accent, des représentations. Par exemple, ben, j'entends un accent toulousain, je vais dire, ah, c'est un accent sympa, ça m'évoque le rugby, le cassoulet, tout ça. Marseille, ben voilà, ça m'évoque le soleil, les cigales, la lavande, le pastis, la bouillabaisse, on l'a dit tout à l'heure. Et puis d'autres choses qui vont avec, c'est un peu des feignants, c'est un peu des grosses bouches, des Marseillais, bon bref, voilà, même quand ils sont en Eurostories, bon voilà. Et donc, on peut avoir ces clichés-là. Alors par exemple, pour l'accent québécois, on peut imaginer comme ça un gros cliché d'un homme grand avec une chemise à carreaux qui coupe du bois, ou alors, si on a eu les tickets, c'est l'Indian, c'est l'Indien. Et puis, ben voilà, si on entend un accent corse, on peut aussi avoir tous les clichés sur la paresse, les feignants, oh doux, etc. Voilà. Et là, on glisse vers quelque chose d'assez dangereux, puisqu'on est sur les représentations sociales, les attitudes, les clichés, les stéréotypes. On glisse vers la glottophobie. La glottophobie, c'est un concept que mon collègue Philippe Blanchet a défini. Je vous lis la définition. Je ne vais pas prendre les définitions par cœur non plus. Hein. Le mépris, donc la glottophobie, c'est le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion de personnes, discrimination négative effectivement ou prétendument fondée, sur le fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises, certaines formes linguistiques, perçues comme des langues, des dialectes ou des usages de langue, et donc des accents, usitées par ces personnes, en général en focalisant sur les formes linguistiques et sans toujours avoir pleinement conscience de l'ampleur des effets produits sur les personnes. Donc oui, c'est de la discrimination. Et la discrimination à l'accent, elle existe. On a des travaux sur le sujet. Alors, elle existe à l'école, par exemple, à l'université. Elle existe à la fac de lettres, à la fac de médecine. Elle existe dans les écoles de journalisme. Elle existe quand on passe les concours, la GREG ou le CAPES. Ça existe aussi dans des recrutements selon les métiers que l'on fait. Puis dans la vie de tous les jours où on peut avoir des remarques sur son accent. Je vous invite d'ailleurs à voir 2 documentaires intéressants sur le sujet. Le premier, c'est Avec ou sans accent de Vincent Dezombre. Ça a été fait en 2016, c'est gratuit sur YouTube. Et le deuxième, en 2026, sorti récemment, Avec l'accent. Bon. Donc quand on est victime, ou qu'on se croit victime de glottophobie, de discrimination à l'accent, qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois, on peut en avoir marre d'entendre des remarques, des clichés, etc. Vas-y, redis la rose, redis le pain, c'est rigolo. C'est pas rigolo, à un moment donné, tu vois, il y a autre chose à faire, quoi. Et donc, on peut être amené à vouloir effacer cet accent. Mais est-ce qu'on peut vraiment l'effacer? Est-ce qu'on peut gommer un accent? Est-ce qu'on peut mettre de côté ces traits qui font partie de notre identité personnelle, sociale, affective? Ça fait partie de notre identité vocale, on l'a vu tout à l'heure avec Pascal Belin. Donc, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est pas qu'on efface, c'est qu'on prend un autre accent. C'est-à-dire qu'on va essayer de parler différemment. On va prendre d'autres traits. Et qu'est-ce qu'on va faire souvent? On va prendre la variété la plus neutre, neutralisée, le standard, c'est-à-dire cette variété qui est nivelée, qui est neutralisée, et lorsque vous l'employez, elle ne permet pas d'identifier votre milieu social ou votre région d'origine. Mais
C'est un accent aussi, mais un accent très particulier que celui de la classe dominante. Alors, comment les chercheurs travaillent-ils sur les accents? La méthode ancienne, c'est d'aller chercher des locuteurs représentatifs. Je travaille sur l'accent marseillais, je vais chercher quelqu'un qui a l'accent marseillais. Alors, aidez-moi, par exemple, si je me dis, tiens, je vais travailler sur l'accent marseillais, quel type de personne je vais aller chercher d'après vous? Qui je vais enregistrer? Donne-moi des exemples. Un bouliste, ouais. Poissonnière, oui. Qui d'autre? Un gars du virage. Pourquoi pas du virage sud, monsieur? Moi, je suis au virage sud, ça vous intéresse pas? Bon, c'est pas grave. Bon, vous avez compris, poissonnière, bouliste, supporter de l'OM, on est évidemment en plein dans les clichés. Nana la poissonnière, c'était le cliché par excellence, paix à son âme. C'est elle qu'on allait toujours interroger pour faire de l'accent marseillais dans les grands médias. Alors ça c'est bien, parfois des archétypes comme ça, on va dire « Ah, mais l'accent marseillais, c'est l'accent de Pagnol, l'accent de Fernandel, de Rému. » Alors oui, mais l'accent de Pagnol, Fernandel, Rému, c'était il y a un siècle, c'est l'accent d'il y a un siècle. Alors je veux bien qu'on soit nostalgique de ça, mais l'accent d'aujourd'hui, comment il marche cet accent-là? Comment il fonctionne? Parce qu'en plus, il y a plusieurs accents dans Marseille, vous le savez, qui changent en fonction des quartiers, en fonction des générations, en fonction des origines culturelles. On a même un accent de la bourgeoisie marseillaise, vous le connaissez? L'accent jambon, je l'ai entendu. Vous le connaissez l'accent jambon ou pas? Il y en a qui ne le connaissent pas. J'ai le temps de le faire? Je le fais. 2 secondes, parce que c'est une particularité. Alors, l'accent jambon, tu vois, c'est un accent de Marseille qui chante, ça reste méridional, tu vois. Tu as la mélodie, tu as les E, tu dis la Provence, tu vois, ça chante. Mais les voyelles nasales, tu vois, tu les lâches pas trop, faut pas faire trop populaire. Alors tu dis, mais alors les neurostories, c'est charmant, les scientifiques, mais c'est vraiment extraordinaire, tu vois, voilà. Donc voilà, j'ai un petit cabanon au-dessus d'Aix-en-Provence. C'est pas, voilà, ça c'est l'accent jambon, c'est unique, c'est bien marseillais ça. Donc, 1 minute. Merci, vous êtes charmant. Donc, 1 minute de la Rose n'a pas le même accent qu'un avocat de la rue Paradis. Une cagole de la Valentine n'a pas le même accent qu'un patron de bar d'origine corse. Un cac ou des cailloles n'a pas le même accent qu'un ouvrier maghrébin. Et oui, moi aussi, je retombe sur les clichés. C'est ça le problème, c'est qu'on retombe toujours sur ces stéréotypes, sur ces prototypes. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont justement atypiques? Les gens qu'on ne fait jamais entrer dans ces catégories quand on travaille sur les accents. Par exemple, il y a plein de gens à Marseille qui disent « Je suis Marseillais, je n'ai pas d'accent ». Et qu'est-ce qu'on en fait? On dit ah, « Tu ne m'intéresses pas ». Ces personnes parlent, elles ont quand même des variations. Donc, comment on peut les intégrer? Ou alors, vous avez des gens qui ont pris des traits d'autres accents, parce que, peu cher, ils ont dû aller travailler ailleurs, donc ils ont pris des traits de l'accent parisien, de l'accent niçois, etc. Et inversement, des gens qui viennent de Paris qui prennent des traits. Donc tous ces gens qui ont des façons de parler adaptées, qui changent et qui ne sont pas prototypiques, et finalement, elles voient leur trait originel changer plus ou moins. On va fermer sa voyelle, allonger telle syllabe, on va perdre un petit peu la taille de notre appendice consonantique nasal-vélaire. Vous savez pas ce que c'est qu'un appendice consonantique nasal-vélaire? Je suis obligé de le dire, sinon vous allez rire comme des couillons. Donc je vais l'expliquer. C'est quand on dit maman, le pain ou des gueules, vous savez, ce son à la fin comme ça, c'est pas un G, parce que parfois les gens, pour le représenter à l'écrit, ils mettent un G. Oh putain, le pain, dis le pain. On dit pas le pain, on dit le pain, maman, c'est bon. Hein, voilà. Et donc ce petit coup de cloche à la fin qu'on entend, c'est pas un gueux, c'est comme si on allait faire un gueux, on allait prononcer le son gueux comme ça. Modernement, on s'arrête. Tu as cru que j'allais faire un gueux, je t'ai feinté. Vous voyez, bon. Et donc, c'est un appendice consonantique nasal-vélaire. Vous allez pouvoir briller en soirée avec ça. Donc, les personnes qui ne sont atypiques, elles ont parfois des accents dits hybrides. C'est-à-dire qu'on a eu un jour, mais vraiment dans un entretien, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai un accent mi-savoyard, mi-marseillais. » Ok. C'est comme tu prends la fondue, tu te rends dans la bouillabaisse. Ça doit être un petit peu bizarre comme truc. Voilà. Ou alors c'est un camoulox. Et donc ça existe aussi, ces accents existent. Et donc pour essayer d'intégrer ces gens soi-disant atypiques, mais qui font partie de la vie quand même, avec ma collègue Maria Candéa, que j'ai déjà citée, on a lancé un concept qui est le concept de pluriphonie. Alors c'est tout simple, mais ça nous permet de faire plein de choses. La pluriphonie, c'est la coexistence dans le même espace, la même situation ou chez la même personne de différentes variantes de prononciation de la même langue. C'est-à-dire qu'en fait, on va garder la notion d'accent pour ce côté très stéréotypé. On va dire, ok, l'accent québécois, l'accent toulousain, l'accent corse, l'accent marseillais, on voit à peu près ce que c'est. Mais la réalité, c'est qu'entre tous ces pôles, toutes ces polarités, il y a des façons de parler qui sont très variées, hétérogènes, fluides, complexes. Un coup, on va dire rose, et puis on peut dire la rose aussi, parce qu'on change de situation. Donc toute cette complexité, on l'intègre. Et en plus, on sait une chose, c'est que
à Marseille, tout le monde n'a pas le même accent. Si vous prenez par exemple Fernandel ou Rému, ce n'est pas le même accent qu'Éric Cantona. Patrick Bosso, ce n'est pas le même accent que Soprano. Si vous prenez Akhenaton, ce n'est pas le même accent que Kenny Arcana. Si vous prenez, je ne sais pas qui vous pourrez prendre, si vous prenez Jules, ce n'est pas le même accent que Samir Nasri. Si vous prenez Jean-Claude Gaudin, il n'avait pas le même accent que Benoît Payan aujourd'hui. Et Ariane Ascaride n'a pas le même accent que Maëva Guédam. Et pourtant, tout ça, ce sont des Marseillais avec des accents marseillais. C'est ça la pluriphonie. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille sur les accents? Eh bien, pour essayer de comprendre comment les gens se débrouillent avec cette variation, comment ils font varier leur propre prononciation en s'adaptant ou pas aux autres, comment, en fonction de ça, on change la langue, on fait apparaître de nouveaux sons. Le tia à Marseille, maintenant, c'est très fréquent. Et puis, on s'intéresse aussi, et surtout, j'allais dire, à la façon dont ces variations de la parole, ces variations des accents, constituent des enjeux sociaux, c'est-à-dire que ça peut faire identité, ça peut faire communautaire, je me sens de tel ou tel endroit parce que j'ai l'accent, je parle comme tel groupe, mais aussi parfois je peux me sentir exclu parce que les accents sont dans une forme de hiérarchie avec de la discrimination. On l'a vu, des accents qui sont plus nobles que d'autres, plus rigolos que d'autres, plus sérieux que d'autres et parfois moins aimés que d'autres. Comme l'a dit le poète québécois Plume Latraverse, l'accent, c'est pas dans la gorge des uns, c'est dans l'oreille des autres. Merci.